Et je vais demander à Julie et à Brenda de nous rejoindre sur scène. Un chassé-croisé. Et donc là, une table ronde 100% féminine. On va repartir peut-être avec vous. Sophie, vous nous avez fait rêver avec le New York Stock Exchange. Vous avez été à New York et au Maroc. Est-ce que vous pouvez me parler de ces deux expériences internationales ? Le volet de la deuxième partie de la table ronde sera évidemment l'international. Alors concernant le Maroc, c'était dans le cadre d'un stage que on était obligé de faire pour ainsi permettre d'avoir une expérience internationale. Moi, j'ai choisi d'en faire 2. On avait la possibilité d'en faire un seul. Pour moi, le Maroc, c'était important. Pourquoi important ? Parce que je voulais pas forcément faire de stage en France, parce que découvrir une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle culture et des nouvelles conditions de travail, pour moi, c'était assez important. Et concernant le second stage qui était dans le cursus de New York Stock Exchange, je suis partie à New York, je suis partie aussi à Bruxelles, à Lisbonne et à Londres, tout ça en une année dans le cadre de mon apprentissage. Donc pour moi, ça a été une réelle opportunité parce que d'une part, on nous sollicite beaucoup avec les langues. Donc pendant 3 ans, on a eu divers cours de langue. Moi, j'ai suivi le cursus en management. Donc j'avais une filière qui était 100% en anglais. Donc on était mélangé avec des étudiants internationaux. Donc on avait la possibilité de parler et de s'exprimer tous les jours avec des étudiants internationaux. Donc c'est vraiment un plus pour votre cursus. Sachant qu'au départ, quand on rentre après le bac, on n'est peut-être pas 100% apte à parler ou avoir une conversation, sachant que, juste pour vous montrer, par rapport au TOEIC, je ne sais pas si vous connaissez le TOEIC, moi quand je suis rentrée à Noventia, on a passé le premier test du TOEIC, j'avais 310 et maintenant je suis quasiment à plus de 850 au TOEIC, donc ça vous montre vraiment que on a une possibilité de mettre en application les langues. Et actuellement, je travaille à la Bourse de Paris et je travaille à 95% en anglais. Alors, juste pour rappeler, pour avoir nos 2 formations, c'est-à-dire avoir le diplôme, que ce soit le bachelor ou le master, nous exigeons des étudiants qu'ils aient 750 au TOEIC. Cette exigence, elle peut apparaître comme forte, abrupte. Elle correspond juste aujourd'hui à un niveau qui est de dire maîtriser l'anglais des affaires, c'est ni plus ni moins que maîtriser Excel, que maîtriser Word. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus une approche culturelle, c'est un incontournable du monde du travail. Enfin, je ne sais pas si je parle sous votre contrôle, évidemment. Mais Julie, vous nous dites tout. Vous êtes en quelle année ? Vous avez fait quoi ? Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience internationale ? Alors bonjour à tous. Moi, je viens de Négocia depuis 2007. J'ai fait mon baccalauréat professionnel avec Négocia en alternance, puis le bachelor professionnel à Négocia en alternance et maintenant le master. J'ai choisi de le faire en temps plein pour partir à l'étranger dès la première année, pour arrêter un peu l'alternance après 5 ans. Et j'ai choisi donc de partir à Miami, dans une société de... Ça fait rêver. Oui. De mobilier design de luxe. Et c'était tout nouveau pour moi puisque j'ai travaillé 4 ans en parfumerie, en esthétique et à côté du bachelor commercial. J'ai travaillé aussi en bijouterie et donc du coup je connaissais pas le mobilier moderne, d'autant plus à Miami. Donc j'ai découvert une nouvelle culture. Je suis partie un peu plus de 5 mois. Donc un peu plus que ce qui est demandé parce que je sais qu'on a toujours 3 mois d'adaptation et que je voulais vraiment m'investir à fond dans cette mission et c'était très très enrichissant. Alors vous nous parlez aujourd'hui plutôt de la partie langue, de la partie atterrissage. Moi je voudrais juste savoir qu'est-ce que ça a changé pour vous comme vision du monde et comme vision du business. C'est-à-dire, est-ce que travailler avec des gens qui sont à Miami, qui sont au Maroc, je ne sais pas où vous étiez exactement,
Casa, de travailler à New York, est-ce que ça change la vision du monde? C'est-à-dire que, est-ce que d'un seul coup, on s'aperçoit que Paris, personne connaît, ou alors on connaît, mais c'est juste bling-bling, que la France, ils n'arrivent pas forcément à la situer sur une carte. Est-ce que ça vous a changé et ça vous a ramené une autre vision justement du business? Oui, c'est une autre culture. On a des cours aussi à Novansia qui, bon, je les ai cette année, je les ai pas eu l'année dernière, mais qui nous ouvrent l'esprit sur les différences interculturelles. Il y en a beaucoup. C'est vrai que quand on dit qu'on vient de France, c'est pas toujours super bien vu, de Paris encore moins. Ça peut paraître prétentieux et un peu nombriliste. Après, les États-Unis, moi, ça m'a ouvert un champ de vision, oui, beaucoup plus global. Ça donne envie d'aller plus loin. Et puis, ça montre aussi que les entreprises réussissent. Parce que c'était 3 Français à la base qui ont créé leur concept aux États-Unis et qui ont aujourd'hui 6 magasins. Et du coup, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Si eux ont réussi, pourquoi pas moi? Voilà. Brenda, alors vous nous dites en quelle formation vous êtes et justement quel parcours international vous avez fait? Alors, donc, moi, je suis en Master 2 temps plein. J'ai commencé ma première année à Négocia et j'ai voulu continuer. Je suis un produit de Négocia, Novansia. Vous aviez fait quel bac? Bac ES. Et puis après, je suis rentrée directement à Négocia. Pourquoi? Parce que, en sachant que dès la première année, moi, j'étais partie à l'époque, c'était obligatoire de faire une expatriation. Donc, j'étais partie à Bristol. Et puis, grâce à cette expérience à l'international, j'ai voulu effectuer tous mes stages, enfin, du moins la majorité de tous mes stages à l'étranger. Donc, la deuxième année et la troisième année, je suis partie le faire à l'île Maurice, parce que je suis d'origine mauricienne. Et puis, en Master 1, j'ai voulu un petit peu changer de continent et tester les États-Unis. Donc, grâce à Madame Pilar Gomez, qui m'a beaucoup aidée dans mes recherches, j'ai trouvé un stage dans une start-up qui était une agence immobilière à New York. Et puis, je suis partie avec une de mes camarades qui est aussi à Novansia. Et c'est juste tout de suite pour vous dire, comme vous disiez, par rapport au fait qu'on devait être très humble et ne pas se comporter de façon hautaine. C'était pour vous dire que moi, dès que je suis rentrée dans l'entreprise, le patron nous a tout de suite un peu mal vus parce qu'on était française et il a cru qu'on était hautaine. Donc, il nous a demandé de faire des tâches un petit peu lourdes, qui était d'aller chercher des papiers, un papier à l'autre bout de New York et faire la queue pendant 3 heures, des choses comme ça. Mais moi, je l'ai toujours fait avec sourire. Et ce qui était complètement différent de ma camarade qui ne l'a jamais fait avec le sourire et qui râlait toujours. Sauf qu'à la fin du stage, pas à la fin du stage, mais au bout de 1 mois et demi, on m'a donné beaucoup plus de responsabilités. Et j'ai pu directement aller à la rencontre des clients, faire visiter des appartements à New York, m'occuper de toute cette partie-là. Donc c'était avoir une très grande responsabilité dans l'entreprise. Donc au départ, il faut savoir faire ses preuves. Et c'est ce que m'a appris ce stage à New York. Voilà. Belle démonstration en tout cas. Aujourd'hui, est-ce que les unes et les autres, entre guillemets, vous voyez continuer à l'international, ou est-ce que vous voyez, pourquoi pas, mais vous n'avez pas éventuellement de velléité d'aller à l'international tout de suite? Comment vous voyez les choses? Moi, je vois l'opportunité. Je cherche en France tout de même parce que j'aimerais que mon stage me serve après pour continuer la suite et ne pas faire de break, que ça me forme pour la suite. Si c'est aux États-Unis, ce sera aux États-Unis, et puis si c'est ailleurs, ce sera ailleurs. Je ne me ferme pas. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Okay. Et quant à moi, oui, je trouve qu'on est jeune et que c'est important d'avoir des expériences à l'étranger. Mais clairement, je ne retournerai pas faire mon stage à New York parce que autant j'ai aimé beaucoup, mais je ne me vois pas du tout vivre là-bas définitivement. La vie est vraiment trop stressante. C'est important de savoir ce qu'on ne veut pas. Ouais, c'est ça. Donc ça, au moins, New York, je suis sûre de pas... Très bien, mais en tant que touriste. Voilà. Mais en tant que stage aussi, hein, mais y vivre, c'est autre chose. Sophie ? Et pour moi, je pense que démarrer à l'international, je pense que ce serait le mieux. Parce que comme disent nos parents, faut profiter. Tant qu'on est jeune, faut aller de l'avant. Parce qu'à partir de 30 ans, c'est assez difficile quand on est stabilisé. Ça calme.
C'est plus, en fait, c'est Oui. comme entreprendre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un appartement acheté, qu'on est marié, qu'on a les enfants qui sont nés, c'est plus compliqué et on est moins libre. C'est ce que vous vouliez dire, évidemment. Exactement. Oui, peut-être. Et donc, j'aimerais bien donc, continuer ma lancée vers les États-Unis. Parce que je pense que, comme on dit, on a tous dans le coin de notre tête un petit rêve américain et on a envie donc, de se lancer, d'essayer donc, d'avoir des aventures, de vivre des choses assez enrichissantes pour la carrière professionnelle. Et je pense qu'aller aux États-Unis, ça peut être vraiment un réel tremplin pour le début de la carrière qui est très déterminant pour toute une carrière professionnelle. Donc moi, je pense que j'irai aux États-Unis démarrer peut-être pour 5-6 ans et qui sait, peut-être revenir en France ou rester aux États-Unis. Alors, je tiens juste à apporter un bémol à tout ce que vous dites. On a une vision très franco-américaine de la chose. Il faut savoir que la quasi-totalité de nos étudiants vont aussi beaucoup en Europe. Et notamment sur des métiers, sur des destinations qui sont a priori pas celles qu'ils auraient choisies au début. Si je leur parle de Roumanie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, a priori je suis pas hyper vendeur au départ, sauf que certains, quand ils y vont, moi je me rappelle d'étudiants qui sont partis il y a encore quelques années à Bucarest. Donc on les envoie à Bucarest, je peux vous garantir que quand on leur a annoncé Bucarest, on avait juste l'impression de les punir. Vous partez à l'international, à Bucarest. Et là, bon, sauf que les premiers ont commencé à nous envoyer des photos, alors c'était sur Facebook et autres, en nous montrant des photos de Bucarest avec des Ferrari, des Lamborghini et en même temps des ânes qui et nous disaient, on ne comprend pas. Et on leur a dit, bah, c'est ça aussi la Roumanie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Eldorado, ils ne sont plus forcément où vous pensez. Les développements économiques sont dans d'autres pays, il y a d'autres approches. Et nous, aujourd'hui, on veut vous proposer une vision de l'international qui n'est pas que ce qu'on vous en dit, mais c'est aussi de la réalité de ce qu'on en fait. Voilà. Celle qui en parle évidemment mieux que moi, c'est Pilar Gomez de la Serras. Je vais vous proposer, de lui céder le micro, et de l'applaudir. Voilà, Pilar qui est en charge chez nous de l'accompagnement étranger pour les étudiants. Voilà, exactement. Donc, l'accompagnement pour les stages à l'étranger, les missions professionnelles des apprentis, ça a plusieurs volets. Ce n'est pas uniquement un accompagnement au niveau du CV, lettres de motivation ou des simulations d'entretien. C'est aussi souvent définir un projet et la réalité du projet. Alors, ils veulent tous partir à New York, comme Brenda, mais c'est aussi mon métier d'essayer d'expliquer que ce n'est pas toujours la meilleure idée pour des tas de raisons. Donc, on définit un projet, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez et pouvez faire aussi. Il faut aussi être réaliste par rapport à son âge, par rapport à son expérience. Un autre volet de cet accompagnement, ça va être un volet, disons, administratif, juridique. Parce que quand on parle à l'international, on parle tout de suite des visas, des droits d'entrée dans les pays, des formalités à remplir. Et c'est tout à fait normal, les étudiants ne les connaissent pas. Donc c'est à nous d'être au courant. Comment ça se passe si on veut aller à Singapour? Est-ce que c'est facile ou pas d'obtenir un visa? Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'évidemment, on ne laisse pas les étudiants partir. Eux, ils aimeraient bien partir en touriste, mais ce n'est pas possible. Donc on essaye d'être vraiment au courant des différentes formalités pour les différents pays dans lesquels ils souhaitent y aller. Et bien entendu, on garde une relation avec le ministère des Affaires étrangères parce que les choses évoluent. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, on ne les laisse pas partir dans certains pays en Afrique pour des raisons évidentes. Donc on doit les accompagner aussi dans le choix de cette destination pour des questions vraiment très, très pratiques. Et comment est-ce qu'on les aide à trouver une entreprise? Entre autres, on essaye de profiter des entreprises qui ont recruté les années précédentes. On reçoit des offres, donc des entreprises qu'on contacte. C'est un peu plus difficile puisque, en l'occurrence, moi, je ne peux pas me déplacer, aller partout dans le monde, aller visiter chaque entreprise. Je travaille énormément par email et j'essaie de fidéliser les entreprises en essayant de répondre
à leur demande, et en essayant de placer évidemment des étudiants qui sont bien formés, qui comprennent qu'on ne travaille pas de la même façon en France qu'à l'étranger, et qu'on n'a pas les mêmes attentes aux États-Unis, à Taïwan ou au Portugal. Donc voilà, ça c'est un peu la réalité de mon travail de tous les jours. Parfois c'est facile pour les étudiants, ça se passe très bien. Je ne vous cache pas que de temps en temps, nous avons des petits problèmes, aussi bien de la part des entreprises, du comportement des étudiants. Voilà. Mais ça, je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors, Pilar, évidemment, on a des dispositifs globaux et des dispositifs particuliers. Dispositifs globaux, c'est-à-dire qu'on a à la fois une mise en place de références de sites internet internationaux qui sont mis à jour, j'allais dire en temps réel, et qui sont à disposition des étudiants. Donc ça, c'est une plateforme globale qui a été créée par l'école, qui est disponible et qui renvoie à plus de 700 sites référencés avec des offres qui tombent tous les jours. Donc, comme je vous le disais, on ne va pas leur donner des stages, on leur offre la possibilité d'aller les trouver. Ce qui pour nous est beaucoup plus important parce qu'on ne connaît pas leurs rêves, on ne connaît pas leurs attentes. Donc c'est aussi à eux d'aller chercher les bons endroits et les bonnes solutions. Et de manière beaucoup plus particulière, oui. Tu les reçois tous les jours en individuel pour leur proposer une solution justement propre à chacun. Tout à fait. Donc sur rendez-vous, je reçois des étudiants tous les jours. Donc c'est à leur demande. Je ne vais pas aller les chercher. Ils me demandent un rendez-vous. C'est aussi à eux de faire la démarche de venir nous voir. Après, l'école propose aux étudiants l'accès à une plateforme internationale de recherche de jobs et de stages qui s'appelle Going Global, qui met à disposition des centaines de milliers d'offres de stages et de jobs à l'international tous les jours. Mis à part des fiches pays avec des informations sur comment réaliser un CV dans différents pays ou comment essayer de trouver un stage dans ces pays-là. Est-ce que vous avez des questions sur la partie internationale, à la fois à nos charmantes globetrotteuses et puis à nous qui sommes beaucoup plus sédentaires? Madame, attendez, je vous passe le micro. Si vous voulez bien m'aider. C'est parce que comme on l'enregistre, on a besoin d'avoir votre... Bonjour. En fait, ma question s'adresse plutôt à la jeune fille donc de gauche, là, par rapport au fait qu'elle a été en stage dès sa première année, si j'ai bien compris. Parce que, disons, il y a quand même un certain manque d'expérience, il me semble. Enfin, je me dis quel type de stage peut-on trouver qui soit en relation avec ce qu'elle a pu en peut-être quelques mois acquérir. Je m'interroge un peu là-dessus. Alors, le stage à l'étranger, vous parlez du stage à l'étranger. Alors, c'était en première année de master, donc c'est l'année dernière, vu que là je suis en master 2, pardon, je me suis mal exprimée. Et auparavant, j'avais fait le baccalauréat professionnel en alternance et le bachelor qui est en 3 ans en alternance. Donc j'avais 5 ans d'expérience en entreprise. Et ensuite, je suis partie en première année de master parce qu'on a un projet d'expatriation en master 2. Mais comme on a beaucoup de travail, c'est vrai que partir en deuxième année à la fin, ça risque de précipiter les choses et on a un mémoire de recherche à rendre. Donc pour moi, c'était plus judicieux de partir la première année. Une intervention, c'est pas un redoublant, hein, c'est bien Eh oui, malheureusement. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, Damien Forter, responsable du bachelor. Alors pour compléter les propos de notre étudiante, effectivement en bachelor, dès la première année, il y a une obligation de 8 semaines de stage à l'international. Alors l'objectif, ce n'est pas effectivement de viser des stages avec des missions extrêmement importantes. L'objectif, c'est l'immersion en entreprise à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent dans les secteurs liés à la restauration et l'hôtellerie. Les compétences qui sont développées dans ce stage de la première année, effectivement, sont plus focalisées sur les relations interpersonnelles et la découverte du management interculturel. Donc 8 semaines de stage obligatoire dès la première année pour tous les étudiants. Et nous avons un dispositif que pilote avec dextérité Pilar Gomez pour les étudiants. Comme vous le savez très bien, ils sont relativement jeunes, ils ont peu de réseau, ils ont peu d'expérience.
nous avons un dispositif d'aide de recherche, de stage à l'international dès la première année. C'est-à-dire qu'un étudiant, lorsqu'il s'inscrit dans ce dispositif, aura l'assurance d'avoir ces 8 semaines. Alors généralement, on les place dans des charity shops. Voilà, ce sont effectivement des charity shops à soit Liverpool, Londres ou Dublin. Et Amaury Fournier-Morel qui est ici, on a pu en profiter l'année dernière. Et chez Mickey aussi, évidemment, en Floride. Mais pour le dispositif de recherche des stages, effectivement, c'est plutôt dans des boutiques, soit pour la recherche contre le cancer, Marie Curie et d'autres. Et donc même des étudiants qui ont un niveau d'anglais qui n'est pas encore très développé peuvent remplir des missions relativement intéressantes. Et quand ils reviennent, Amaury, vous me corrigez si je me trompe, je pense qu'ils ont gagné beaucoup en maturité, justement à faire des tâches qui ne sont peut-être pas toujours celles auxquelles ils rêvaient, mais ça forme. Ça forme. Hein. Ce qui est la visée évidemment éducative de la chose, c'est nous aussi, de les confronter à une réalité du monde actuel mondialisé, c'est-à-dire que quand on est resté en France et qu'on n'a pas toujours eu la chance de voyager avant, quand on se retrouve dans un endroit où les gens vous disent « je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où c'est non mais les Français sont comme ci, c'est comme ça », vous l'avez bien exprimé, ça permet d'avoir déjà un regard un petit peu différent sur les choses. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de couper le cordon. On en a certains, s'ils pouvaient rester très longtemps chez les parents, le soir ils rentrent, tout est chaud, tout est prêt, ils ont juste les... là d'un seul coup ça change. Quand ils ont à se gérer eux-mêmes dans un autre environnement, ça demande autre chose. Et puis ça permet aussi de couper le cordon avec les parents qui se disent bon en fait il est grand. Donc c'est pas mal ça. Amaury, ça sent le vécu là. Je vous vois sourire, ça sent le vécu. Ouais, il savait que vous étiez grand. Avez-vous d'autres questions, madame? Par rapport aux stages à l'étranger, les nombreux stages que vous avez effectués et le stage de 8 semaines en première année, financièrement parlant, comment ça se passe pour les familles? Merci. Alors moi, j'ai pas fait le bachelor que M. Forter présente. J'ai fait un autre bachelor qui était uniquement en alternance, à Négocia, donc sur le site de Champéret. Et ensuite, c'est les concours externes pour arriver en master. Donc ça, c'est pour... spécialisé sur le commerce. Spécialisé sur le commerce. Voilà, c'était un bachelor business development sur le commerce pour faire responsable de développement commercial. Donc assez naturellement, vous avez choisi le master dans la spécialité développement commercial et achat. Voilà. Merci. Et donc ensuite, moi j'ai choisi, donc je suis en spécialisation marketing, communication et médias numériques. Et j'ai choisi cette majeure parce que tout le long de mon bachelor, j'ai fait mes stages dans un cabinet d'études de marché, un service communication d'une entreprise de restauration ou dans une agence de publicité. Donc clairement, mon choix de spécialisation découlait bien de tous mes stages et c'était ce qui me passionnait le plus. Donc c'est pourquoi j'ai choisi cette majeure. Voilà. Et donc pour ma part, moi j'ai suivi donc le bachelor dont parlait Damien Forter, et donc en management et entrepreneuriat, et ensuite j'ai rebondi donc sur un master en spécialisation marketing et médias numériques. Vous n'avez pas évoqué la notion de l'argent, madame l'a évidemment évoqué. Je pense que c'est intéressant de voir comment vous avez ressenti la chose. Parce que... Je peux vous répondre. J'avais postulé par moi-même pour l'entreprise Miami que j'avais découvert sur Internet. Et au départ, ils ne voulaient pas payer. Sauf que moi, j'ai mon appartement, je paye toute seule mon loyer. C'est pourquoi je suis en alternance depuis 7 ans. Et il fallait absolument. Donc j'ai négocié mon salaire et j'avais mis un peu de côté. Donc c'est comme ça que le salaire payait le loyer et je m'en sortais plutôt bien. Voilà. Et donc, effectivement, pour partir aux États-Unis, c'est une somme importante en comptant le visa, en comptant le logement. Et moi, je n'étais pas du tout payée.
J'ai été parfois payée à la commission, mais c'était vraiment rien du tout par rapport aux dépenses que j'effectuais là-bas. Donc après, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour moi et qui m'envoyaient de l'argent tous les mois, mais je me sentais très très gênée, sachez-le. Et donc le côté, voilà, quand il faut partir comme ça, je l'ai fait, je me suis sacrifiée une année, mais clairement, je ne referai plus un stage non payé à New York. Voilà. Mais c'était une bonne expérience, hein, je vous assure. C'était vraiment bien. Et pour ma part, donc pour le premier stage que j'ai fait en première année donc de bachelor, donc qui n'était pas payé, donc j'ai fait pas mal de babysitting durant l'année, du soutien scolaire, parce que d'une part mes parents finançaient ma scolarité, donc je me voyais pas encore plus leur demander des sous, donc on avait la possibilité d'avoir quand même du temps libre, à la fois pour travailler, mais aussi donc pour avoir des activités extrascolaires. Et concernant donc l'apprentissage et mes missions à l'étranger, j'ai eu la chance d'avoir une société qui prenait tout en charge. Peut-être revenir, Pilar, sur combien ça coûte les expatriations et justement, est-ce que la destination est un choix crucial dans les coûts? Voilà, c'est l'une des questions que, par exemple, notamment pour les États-Unis, quand quelqu'un veut partir aux États-Unis, la première question que je pose, est-ce que vous avez déjà 2 000 € dans la poche? Ça coûte à peu près 1 000 € un billet d'avion en été pour partir aux États-Unis et le visa coûte entre 1 000 et 1 200 €. Donc, si on a un budget un peu limité, je conseille effectivement de se rabattre sur l'Europe et pas forcément à Londres, qui va coûter aussi très très cher. Alors, pour les États, enfin en général, les stages à l'étranger, c'est parfois rémunéré, parfois ça n'allait pas, parce que même le concept de stage n'existant pas, on ne peut pas assurer à l'étudiant qu'il aura un stage rémunéré. Pour l'Europe, nous avons la charte Erasmus. Donc, nous pouvons octroyer des bourses, mais c'est un nombre de bourses limité chaque année. Et la bourse, c'est à peu près 350 € par mois, plafonné à 3 mois. Évidemment, ça ne va pas payer le stage, mais pour ceux qui partent en Europe, c'est une petite aide à apporter. Voilà. Effectivement, je ne vous cache pas que c'est un budget, le fait de partir à l'étranger. C'est pour ça que la question argent, c'est toujours une question qu'on doit aborder d'une façon très sincère et claire avec les étudiants pour qu'ils ne s'embarquent pas dans des destinations qui vont être extrêmement chères pour leur famille et pour eux, bien sûr. Il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut. Voilà. Merci beaucoup.